Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte, l'émission consacrée aux petites et moyennes capitalisations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Dupont-Avis, PDG et fondateur de Xilab, le champion français de l'animation. Dans un second temps, je recevrai Benjamin Rousseau, gérant action, spécialiste des petites et moyennes capitalisations chez Cogefi Gestion. Les Pépites de la Côte, numéro 9, c'est parti. Bonjour Marc Dupont-Avis et bienvenue sur le plateau des Pépites de la Côte. Bonjour. Vous êtes PDG et fondateur du groupe Xilab, studio d'animation créé en 99 et derrière ce nom se cache un champion français des dessins animés, Oggy et les cafards ou les zinzins de l'espace, c'est vous, Marc Dupont-Avis. Un champion qui s'exporte aussi à l'international et on en parlera au cours de cet entretien. Mais d'abord, pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur les activités du groupe ? Alors, le groupe est sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la production du film d'animation. C'est-à-dire qu'on est à la fois créateur, producteur et distributeur. Voilà, donc ce qui a l'immense avantage de préserver l'ensemble des revenus de notre activité, puisque par ailleurs, on a un modèle économique où nous restons propriétaires de 100% des œuvres que nous produisons, ce qui a permis, avec le temps, de construire un catalogue extrêmement puissant qui donne de la récurrence à notre activité et qui donne du coup de la valeur d'actifs en plus de cette activité. Donc vous avez un catalogue... On a un catalogue qui dépasse aujourd'hui plus de 2500 épisodes. On est présent dans 190 pays, avec des locomotives comme Oggy et les cafards, Zig et Charcot, qui sont des œuvres que le monde entier connaît. Mais quand je dis le monde entier, c'est assez impressionnant. En Inde, même en Chine, voilà, on est très présent. C'est assez gratifiant. Catalogue adulte et enfant, donc on détaillera. Votre actualité, Marc Dupont-Avis, c'est bien entendu la publication de votre chiffre d'affaires pour 2021 qui s'élève à 35,4 millions d'euros, soit une hausse de 62% par rapport à 2020. Alors c'est certes spectaculaire, mais moins que prévu. Vous aviez initialement tablé sur une croissance de 80% du chiffre d'affaires. Pourquoi l'objectif n'a-t-il pas été atteint ? Bon, on a été... alors, il faut savoir que les conditions de reconnaissance du chiffre d'affaires dans notre métier sont liées à des milestones un peu particuliers, donc vous avez parfois des effets de cut-off en fin d'année un peu complexes. Là, en l'occurrence, principalement, on a été dans une de nos chaînes de fabrication. Une petite partie de notre fabrication se fait en Inde. Et là, sur une série assez complexe, le Covid, en fait, a complètement perturbé cette partie de la chaîne. Et donc, ça a ralenti les livraisons. Et du coup, en fait, on n'a pas pu prendre en compte le chiffre d'affaires puisque les œuvres n'étaient pas encore livrées. Vous savez, le cycle de livraison, c'est très long sur ces œuvres-là, hein. Il faut 2 ans pour fabriquer une série. Mais il suffit parfois d'1 ou 2 mois de retard pour décaler la livraison des épisodes en fin de cycle. Et donc ne pas pouvoir reconnaître la partie du chiffre d'affaires correspondante. J'imagine qu'il y a d'autres facteurs exogènes comme les normes comptables ou peut-être des subventions qui passent d'une année... Voilà, il y a une dimension un peu administrative parfois dans les subventions. Là aussi, il suffit qu'un papier soit signé au mois de janvier ou au mois de décembre pour qu'on soit reculé. Moi, j'ai envie de dire, ce qu'il faut regarder dans notre activité, c'est vraiment la longue période et la capacité à délivrer de la croissance sur la longue période. Je pense que c'est la force de Xilab. Je rappelle d'ailleurs que vous publierez fin mars vos résultats annuels. Vos programmes intéressent le réseau de diffusion traditionnel et historique qu'est la télévision, mais vous bénéficiez surtout depuis quelques années de la montée en puissance des plateformes de streaming, un segment très prometteur puisque les programmes pour enfants représentent un puissant levier d'acquisition et de fidélisation des abonnés de ces plateformes, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est vraiment extraordinairement disruptif, hein, notre marché des plateformes, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'ensemble de l'organisation du paysage audiovisuel mondial fonctionnait en silo domestique avec un tissu de producteurs qui vivaient à l'abri d'un tissu de diffuseurs très très localisé, même si l'animation depuis longtemps a montré sa capacité à exporter. Les plateformes aujourd'hui ne sont plus tributaires des diffuseurs locaux, elles diffusent dans le monde entier. Aujourd'hui, il faut appuyer sur un bouton et vous êtes dans 200 pays. Donc c'est très spectaculaire, donc c'est extrêmement disruptif. Ça prend des parts de marché très rapides, en plus avec le concept de la vidéo à la demande, que les enfants adorent. Et donc, ça prend beaucoup d'importance. Et Xilab a réussi à prendre ce tournant très très tôt, qui fait nous vraiment, pour le coup, en termes de volume de séries commandées, on est vraiment le leader européen aujourd'hui en la matière, notamment avec Netflix et Disney+. Et je rappelle d'ailleurs que sur l'exercice 2021, les plateformes de streaming ont représenté 76% de votre chiffre d'affaires, c'était 46% en 2020. Oui, c'est vraiment un jump considérable
qui montre à quel point, en fait, c'est vraiment les plateformes numériques qui aujourd'hui soutiennent la croissance du secteur et celle de Xilam en particulier. Et on a parlé justement beaucoup des enfants, du segment enfant avec les dessins animés, mais sur les plateformes de streaming, il y a finalement aussi les créations plus pour adultes, les programmes pour adultes que vous créez. Voilà, alors ça pour nous c'est une perspective d'avenir assez extraordinaire puisque l'animation qui a très, très longtemps cantonnée sur les chaînes de télévision à des programmes enfants, en fait les jeunes adultes, essentiellement les 15-35 ans, sur les plateformes, sont extrêmement gourmands d'animations qui leur sont destinées. Et donc à l'heure où je vous parle, aux États-Unis par exemple, il y a plus de 100 séries qui sont en cours de production en animation pour les adultes, dont la moitié sont commandées par les plateformes. Et donc ça, c'est une vague qui est en train d'arriver en Europe, où les plateformes commencent à nous commander des programmes pour adultes. Et là, c'est une ouverture de marché qui est considérable parce qu'on vient grignoter sur le marché traditionnel de la fiction, qui est évidemment aujourd'hui beaucoup plus important que celui de l'animation. Donc c'est vraiment une perspective passionnante. Et là aussi, Xilam prend de l'avance sur ces marchés-là. Il y a aussi une autre dimension pour le coup qui vous est favorable, un autre levier de croissance pour Xilam, c'est cette transposition en droit français de la directive européenne SMA. Elle oblige les plateformes à investir au moins 20% des revenus qu'elles réalisent en France dans la production d'œuvres françaises, dont plus de 66% originales indépendantes. Alors dans quelle mesure votre société en bénéficie ou va en bénéficier de cette évolution réglementaire ? Bon, d'abord, ça va soutenir la croissance du marché globalement de la production indépendante. Il y a aujourd'hui énormément d'effervescence autour de ce qu'on appelle la verticale du content, le contenu grosso modo audiovisuel, et qui est lié effectivement à ces investissements massifs des plateformes qui se financent par les abonnements dans un contexte de compétition mondiale très fort, où c'est vraiment le contenu qui fait la différence aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que le rapport de force diffuseur-producteur est en train de changer beaucoup en faveur des producteurs, puisque c'est eux qui détiennent ces ressources rare qui est celle de la production de contenu. Voilà. Donc, il faut se rendre compte qu'à l'horizon 2025-2026, rien qu'en France, cette obligation d'investissement va peser probablement plus de 500 millions d'euros, à comparer à ce qui se produisait jusqu'à maintenant, qui était de l'ordre de 1,2 milliard. Donc, c'est quand même une croissance qui, sur quelques années, va être très importante. L'animation va évidemment faire partie, va être un des segments très animateurs de cette croissance-là. Et Xilam, les plateformes, elles aiment bien travailler avec des producteurs très établis. Donc ça va mécaniquement favoriser des producteurs très établis comme Xilam qui ont ce degré d'expertise très élevé. Cette légitimité, cette notoriété aussi, j'imagine. Voilà, parce qu'on a de l'expérience, on a déjà fait la preuve, le track record, on a fait la preuve de ce qu'on était capable de faire pour elles. Et parce que c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec les plateformes, c'est qu'elles tirent le métier vers le haut, elles tirent nos expertises vers le haut. Comme on est dans un contexte de compétition mondiale, évidemment, ce qu'on doit produire en termes techniques, artistiques est très élevé. Et donc, c'est un mouvement assez passionnant, mais c'est vrai que tout le monde ne va pas être capable de suivre ce mouvement-là. Oui, contrairement à la télévision, finalement, ça ne se joue plus au niveau national. Voilà, vraiment, c'est une autre dimension. Alors, votre percée au sein de ces plateformes de streaming, elle vous a permis d'accroître la visibilité de vos productions à l'international, qui représente 78% des ventes en 2021. Quels sont les pays où la demande est la plus forte et quelle est la part de chiffre d'affaires réalisé sur le continent ? Alors, bon, évidemment, l'immense avantage des plateformes, c'est comme elles sont mondiales, elles tirent en fait nos programmes un peu partout, y compris dans des zones où elles étaient moins importantes. Par exemple, on n'était pas très fort en Amérique du Sud, tout d'un coup, depuis quelques années, que ce soit via Netflix d'ailleurs ou même YouTube, où on est extrêmement présent, nos programmes sont en train de prendre beaucoup de notoriété. C'est vrai de l'Asie. Alors, on était très très fort en Inde depuis plusieurs années, mais là, c'est vraiment la Chine aussi qui est en train de prendre de l'importance, parce qu'on travaille directement avec les plateformes chinoises. On a signé un accord important l'année dernière qu'on va sans doute renouveler cette année avec Youku, Alibaba autour d'un programme. Mais notre catalogue aussi commence à être de mieux en mieux diffusé en Chine. Donc là, on a aussi des relais de croissance intéressants. Et le catalogue qui a le plus de succès, ça concerne principalement les enfants. On constate aussi finalement que le segment adulte... Le segment adulte est très peu présent dans nos catalogues aujourd'hui parce que c'est quand même un segment très nouveau. Donc on commence tout juste à produire pour ce segment. Donc notre catalogue, il est vraiment presque exclusivement enfant. Donc c'est vraiment ça qui continue à soutenir la croissance. Avec les grands noms comme Oggy et les cafards, j'imagine, les Zinzins de l'espace, et pas seulement des productions plus récentes aussi. Oui, il y a Oggy et les cafards qui est très connu, Zig et Charcot, qui est notamment sur YouTube un véritable phénomène mondial. Il y a une autre petite série qui est en train de décoller de façon spectaculaire partout dans le monde entier, qui s'appelle Chiki. Et puis il y a les contes de Lupin en Chine, qui marchent très très fort.
C'est ça aussi intéressant, quand vous avez un catalogue, vous avez quelque chose de très diversifié qui permet dans certains territoires de pénétrer avec d'autres titres que les autres titres. Et alors justement, sur ces territoires, comment vous expliquez votre succès dans ces pays? Alors, la force de Xilam depuis 25 ans, c'est en quelque sorte d'avoir repris là où les Américains s'étaient arrêtés dans les années 70 sur ce qu'on appelle la comédie slapstick, hein, l'espèce de style à la Tex Avery, à la Tom et Jerry. On a redéveloppé une expertise complètement nouvelle, totalement unique en Europe, à tel point que les Américains comme Disney viennent nous chercher aujourd'hui pour recréer leurs personnages de leur catalogue qui s'appelle Tic et Tac. C'est vraiment, ça montre qu'on a une expertise exceptionnelle dans le domaine. Et pourquoi ça marche partout dans le monde entier? Parce que c'est un mode de narration, de comédie qui fonctionne de façon universelle. Tous les enfants, voire les parents, dans le monde entier, adorent ce genre de choses. Et il n'y a souvent pas besoin de dialogue. Il y a peu de barrières culturelles en fait, pour les enfants quand ils ont moins de 10 ans. Et donc, ils rient tous en fait, à ces pitreries. Oui, finalement, la sensibilité est la même. C'est plus Voilà, tard que les choses exactement. s'affirment. Vous avez dévoilé il y a quelques jours un plan stratégique à l'horizon 2026. Peut-être pourriez-vous nous en dresser les grandes lignes? Ce plan prévoit-il notamment des opérations de croissance externe? Alors, c'est un plan à la fois raisonnable et ambitieux. Ambitieux parce qu'il prévoit un doublement des revenus quand même à l'horizon 2026. Et en même temps raisonnable parce que si on regarde sur la longue période, hein, on a quand même délivré une croissance moyenne de 20% par an depuis 5 ans. Et donc on compte faire la même chose dans les 5 ans qui viennent. Et on sait qu'on est tiré par un marché où il va y avoir à la fois les besoins en programme enfant qui continuent à exploser dans le monde entier, mais à côté de ça, vous allez avoir, c'est très important, ce marché adulte dont on parlait à un instant, où là on dispose en plus de budgets beaucoup plus élevés que ceux des enfants, et puis vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les commandes non propriétaires, où là on va travailler pour le compte de commanditaires américains notamment, et qui, sur des expertises très singulières, délivrent des rentabilités très intéressantes. Et puis à terme, il y a aussi ce gros enjeu, cette grande ambition du côté du merchandising, qui, elle, délivre des rentabilités très fortes. C'est tout ce qui est produit dérivé, voilà, c'est ça, tout ce qui est produit dérivé. Alors, il y aura, dans l'ambition qu'on a fixée, il y a un peu de croissance externe, pas des choses spectaculaires, plutôt du type de celle qu'on a fait avec Cube Creative il y a 2 ans. Mais évidemment, il pourrait y avoir d'autres accélérations en fonction des opportunités. À voir donc. Qu'est-ce qui vous distingue, Marc Dupont-Avis, de la concurrence, par exemple de Media One Animation, l'autre grand acteur dans ce domaine? Bon, c'est toujours difficile de se comparer à un concurrent. Moi, j'ai plutôt envie de dire que globalement, par rapport à la concurrence, la force de Xilam, c'est qu'on a un positionnement sur le marché global qui nous rend extrêmement attentifs aux évolutions. On a vraiment des équipes de distribution, des équipes de création, de production, qui fait vraiment qu'on est à la pointe des évolutions. C'est pas un hasard si on a été les premiers à travailler à faire des créations originales pour les plateformes, si on est leader aujourd'hui en Europe sur ce segment. Il y a à la fois probablement l'investissement le plus important du marché en matière de créativité sur nos créateurs, sur nos talents. Niveau record d'investissement, c'est ça? Voilà, on investit énormément sur la création, on a un écosystème de création pour faire grandir les talents. Il ne faut pas oublier que c'est ça qui compte dans notre métier, c'est repérer les talents, les faire grandir et les garder dans un contexte de forte compétition. Pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours simple. Et puis on a un modèle économique extrêmement lisible qui dure depuis longtemps, et c'est sa persévérance en fait dans ce modèle économique qui a fait la force de Xilam, puisque c'est un modèle qui est complètement dérisqué, puisque tout est préfinancé en fait par les plateformes et les chaînes de télévision, et que malgré ce caractère dérisqué, on est propriétaire, et donc on a un catalogue qui donne une valeur d'actif puissante, et surtout on n'est pas dans le risque du cinéma, qui lui est beaucoup plus aléatoire. Dépendant, j'imagine, des subventions, etc. Voilà, etc. Ouais, et puis notamment vos productions propriétaires qui sont généralement aussi mieux margées et qui bénéficient de subventions. Voilà, et qui sont très accompagnés par les pouvoirs publics qui aujourd'hui sont très conscients des enjeux, ce qu'on appelle la souveraineté culturelle, et donc qui accompagnent bien notre secteur dans sa capacité à la fois à garder ses actifs et à les exporter. Ce qui limite donc le risque. Voilà. Ça. On est sur Boursorama et forcément, on va conclure cet entretien par votre cours de bourse parce que malgré vos performances et un bilan comptable, le marché est sévère avec vous. Depuis votre plus haut historique à 69 € début mai 2018, le titre a sévèrement chuté. Il s'échange à date 36 €. Quel commentaire faites-vous sur votre cours de bourse et surtout, quel message souhaitez-vous adresser à vos actionnaires, Marc Dupont-Avis ?
Bah, écoutez, c'est toujours compliqué de commenter un cours de bourse, évidemment, mais le message que j'ai envie de dire, c'est regardez ce qu'on a fait depuis 5 ans et il faut croire en ce qu'on est capable de faire dans les 5 ans qui viennent. Il n'y a aucune espèce de doute sur les leviers de croissance du marché, il n'y a aucune espèce de doute sur le positionnement de Xylam sur ce marché. Donc il faut avoir une grande confiance dans notre capacité à livrer de la croissance. On ne fonctionne pas au trimestre. Notre métier est un métier du temps long. Il faut avoir ça Comme la bourse, finalement. Voilà. Comment? Comme la bourse. Voilà, mais moi je pense qu'il faut utiliser la bourse aussi pour ça, je veux dire la force de Xylam, et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur la bourse, parce que ça nous a aidé à financer nos investissements, et qu'on a gagné cette position unique, et donc on va continuer. Donc j'ai envie de dire, c'est le moment de faire des emplettes. Donc un modèle solide. Voilà. Merci Marc Dupont-Avis. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est l'heure de l'analyse dans les pépites de la cote. Bonjour Benjamin Rousseau et bienvenue sur le plateau des pépites de la cote. Bonjour Sarah. Benjamin, je rappelle que vous êtes gérant action spécialiste des petites et moyennes valeurs chez Cogefi Gestion. Benjamin, on dit souvent que les valorisations des petites et moyennes valeurs sont plus attractives, alors pourquoi? Alors c'est vrai en France et globalement sur la partie sud de l'Europe, ainsi le CAC Small en France historiquement se paye avec une décote d'environ 15% par rapport au CAC 40. En tout cas c'est la décote moyenne historique sur les 15-20 dernières années. Et même aujourd'hui on est même sur une décote un peu supérieure, on est même plus proche de 20%, sachant que les small caps affichent des perspectives de croissance qui sont globalement plus favorables que celles des large caps. Ben, c'est vrai que cette décote, en tout cas a fortiori au niveau auquel elle est aujourd'hui, elle n'est pas forcément très logique. Alors il y a quelques éléments d'explication qu'on peut avancer pour expliquer cette décote, j'ai envie de dire, un peu structurelle. On a un marché peut-être qui perçoit les small caps comme plus risquées parce qu'elles sont moins liquides. Et puis, c'est un marché qui est aussi globalement peut-être moins pénétré par les investisseurs institutionnels. Voilà, donc quelque part, le segment des small caps tel qu'on l'a en France aujourd'hui, il est peut-être moins structuré que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays d'Europe, notamment au UK ou en Scandinavie. Et justement, en Scandinavie, par exemple, on a des fonds de pension qui investissent très tôt dans les jeunes pousses. Donc, on a un écosystème qui est globalement très favorable aux small cap avec des investisseurs, des gros investisseurs qui sont des investisseurs de long terme, qui sont stables. Donc ça, forcément, ça joue positivement sur les niveaux de valorisation. Et puis sur cette partie nord de l'Europe, on a aussi globalement peut-être des small cap qui affichent en moyenne plus de croissance. Donc ça joue également sur les niveaux de valorisation. Quoi qu'il en soit, voyons les choses positivement pour la France. Effectivement, aujourd'hui, les niveaux de valorisation des small caps sont particulièrement attractifs. Leurs fondamentaux restent très bons. Et d'un point de vue de la collecte des collectes, qui est un petit peu le principal risque qu'on peut identifier sur cette classe d'actifs, on sort de 2 années, 2019-2020, de décollecte et une année, 2021, seulement de légères collectes. Donc globalement, le risque il est relativement faible en matière de décollecte sur cette classe d'actifs. Donc c'est plutôt un bon point d'entrée aujourd'hui. Horizon donc plutôt bon. Avec l'affaire des maisons de retraite Orpea et Korian, Benjamin, l'analyse ESG et en l'occurrence sa méthode est vivement critiquée. Est-ce que finalement le meilleur ESG qu'on puisse avoir et qui ne dit pas son nom, c'est dans les petites et moyennes valeurs qu'on peut le trouver? Alors vous prêchez un convaincu. Effectivement, beaucoup de petites sociétés n'ont pas les moyens, les ressources de publier des rapports RSE de quelques dizaines, voire quelques centaines de pages, donc sont souvent encore mal notés ou peu notés par les agences de notation ESG. Et pourtant, on a souvent des sociétés qui sont innovantes, donc quelque part qui ont un impact, j'ai envie de dire, sociétal qui est positif. Qui est avéré. Qui est avéré. Sur le plan environnemental, on a, j'ai envie de dire, souvent moins de sujets avec les small caps. On a moins de secteurs polluants. Au contraire, des sociétés qui évoluent sur le thème de la transition énergétique, il y en a de plus en plus. Sur le plan social, on a très concrètement, des PME, des ETI qui sont très bien implantés sur leur territoire. On a souvent des groupes familiaux avec une vraie culture d'entreprise qui est très souvent et très appréciée des salariés. Et puis enfin, alors c'est vrai que du côté de la gouvernance, il y a encore des progrès à faire. Et là, j'ai envie de dire que l'exemple à suivre, il vient à nouveau finalement plutôt de l'Europe du Nord. Si on prend par exemple l'exemple de la Scandinavie, les small caps scandinaves, vous avez très souvent un pourcentage d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration qui est très élevé et vous avez des postes de président et de directeur général
qui sont dissociés. Donc, il n'y a pas de fatalité. Même une small cap peut avoir d'excellentes pratiques de gouvernance. Donc, oui, dans l'ensemble, les small caps sont parfaitement compatibles avec l'esprit, j'ai envie de dire, de l'ESG et de cette finance responsable et durable. Et quel meilleur exemple de finance responsable que l'investissement dans des sociétés qui sont innovantes, qui sont familiales, entrepreneuriales, qui sont finalement soucieuses de se développer, mais sans excès, avec une logique un petit peu patrimoniale derrière. Donc, et qui sont implantés au niveau des territoires et qui sont très bien implantés au niveau de leur territoire, qui les dynamisent, qui participent à la création d'emplois dans les différents pays. Autre question, Benjamin, faut-il désormais être prudent sur les sociétés dites de croissance en raison d'une hausse de taux à venir aux États-Unis et en Europe? Et dans quelle mesure cela a un impact sur les petites et moyennes capitalisations? Alors c'est vrai qu'avec la forte hausse des taux d'intérêt qu'on observe depuis le début de l'année et puis la perspective de relèvement des taux par la Banque centrale américaine, voire potentiellement aussi par la Banque centrale européenne, ce sont les valeurs estampillées croissance qui ont le plus souffert. Pourquoi? Parce qu'elles étaient plus chères que les autres et puis parce que leur valorisation est plus sensible aux hausses de taux. Ça, c'est l'anticipation de bénéfices. Voilà, la théorie financière qui nous le dit. Par certains côtés, j'ai envie de dire que c'est une correction qui a été salutaire, qui a gommé des excès de valorisation qu'on a eus en 2021, notamment au deuxième semestre. Maintenant, si on prend un peu de recul, on reste quand même dans un environnement de taux bas et finalement, ce qui a sur 10 ans, c'est ça? Oui, sur 10 ans, sur 15 ans, on reste quand même à des niveaux extrêmement bas. Ce qui a effrayé, à mon sens, les marchés, c'est plus la rapidité de la hausse de taux que le niveau en tant que tel. Le calendrier très rapproché. Exactement. Ensuite, est-ce qu'une hausse de taux a un impact sur l'activité des small et des mid cap? Non. Éventuellement, ça va un peu peser sur leur coût de refinancement, sur leur endettement pour celles qui sont endettées. Voilà, mais ça a plus joué finalement sur la perception des investisseurs. Et puis, il y a aussi la question de la liquidité qui a pu un peu exacerber les choses. Maintenant, au sein des petites et des moyennes valeurs, on a eu des corrections, pour certaines d'entre elles des corrections assez sévères. On a eu des baisses de 30, 40, voire 50% par rapport au pic de l'an dernier sur certaines de ces valeurs. Est-ce que ça crée des points d'entrée intéressants? Clairement, la réponse est oui. Et j'ai envie de dire, la boussole en matière d'investissement, ça doit être la qualité des business models, le momentum de croissance et les niveaux de valorisation. Sur ces trois critères, aujourd'hui, clairement, il y a des très belles histoires de croissance dans les small et mid cap qui offrent des points d'entrée intéressants. Mine de rien, Benjamin, dans ce contexte qui sonne un peu la fin de la récréation sur les marchés actions, où peut-on encore trouver de la performance et donc du rendement sur les petites et moyennes capitalisations? Alors c'est vrai qu'on quitte un petit peu peut-être l'ère de l'argent magique et les banques centrales qui inondent les marchés. Maintenant, les politiques, comme je le disais, vont rester quand même accommodantes et les taux restent néanmoins à des niveaux encore bas. On va seulement revenir à un environnement un petit peu plus normal après 2 années qui étaient vraiment exceptionnelles. Ce changement de paradigme semble bien intégré par les marchés. Et en plus de ça, les valorisations aujourd'hui sont globalement raisonnables. Donc, effectivement, c'est retour aux fondamentaux. Et en la matière, très clairement, les small et mid cap ont toujours leur mot à dire. Donc, les petites valeurs, elles font la part belle naturellement à ces belles histoires de croissance structurelle, intrinsèque, c'est-à-dire assez peu sensibles au cycle économique. Donc, en France, il y a des small caps comme Bilindy, comme Lumibird, Reworld ou encore Wavestone, qui, à mon sens, constituent un peu des titres cœur de portefeuille à privilégier. Du côté des valeurs plus mid-cap, voire large-cap, on peut citer Téléperformance ou Sartorius Stedim Biotech, qui ont eu des corrections aussi assez sensibles ces dernières semaines, qui sont des titres d'excellente qualité qu'on peut toujours privilégier. Dont les fondamentaux sont bons. Les fondamentaux sont toujours excellents, donc clairement, il y a des points d'entrée sur ces valeurs-là. Sinon, du côté des valeurs un peu plus cycliques, moi, j'aime beaucoup des dossiers comme Plastivaloir, comme Voyageurs du Monde, comme Katana ou encore comme Lectra. Et puis sinon, en dehors de la France, partout en Europe, il y a des belles opportunités sur des belles valeurs de croissance. Je pense en particulier à cette zone Europe du Nord qui, là aussi, elle aussi, a beaucoup corrigé. Offre pas mal d'opportunités. Merci Benjamin. Merci Sarah, au revoir. Cet épisode des Pépites de la Cote est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.